Bon ok les gars, on se retrouve pour une petite Q&A matinale, donc merci d'avoir posé autant de questions, j'espère que j'ai pas trop la tête dans le cul, mais je vais commencer par y répondre. Donc première question de Cowboy, assez léger, est-ce qu'il y aura du merch GBZ soon? Donc t'as sûrement vu du coup le hoodie que je porte depuis maintenant quelques mois, et oui il va bientôt sortir, c'est juste que j'attendais la fin de l'été et plus précisément de la canicule pour pouvoir le drop parce qu'il tient assez chaud, je le mettais tout l'hiver et je me suis dit c'est pas très cohérent de le lancer en plein été alors qu'il fait 45 degrés et personne ne va pouvoir le porter de toute façon. Donc je le sortirai en fonction de la météo et généralement je pense que, et idéalement j'aimerais bien le sortir d'ici fin septembre, début octobre, je pense que c'est un bon bail. Mais en tout cas merci Cowboy de demander. Donc Vladimir Cauchemar qui me demande ton top 3 manga, animé, top 3 films, top 3 musique. Donc ça fait beaucoup de top 3 et généralement mes top 3 ils évoluent en fonction du mood dans lequel je suis. Donc là tout de suite maintenant là, je te dirais en animé Death Note en premier parce que c'est l'animé qui m'a le plus marqué de toute ma vie je crois. En tout cas la première fois que je l'ai vu je sais que ouais, là je me rappelle encore de comment je me sentais tu vois quand j'ai vu cet animé pour la première fois. Le deuxième, je dirais, le plus récent, c'est quoi? Cyberpunk. Parce que, en fait, j'aime tout dans cet animé. Tu vois, l'univers, les musiques, la narrative, la love story surtout aussi. Et le troisième, qu'est-ce que je dirais? Tu sais quoi, le troisième, je dirais GTO. Great Teacher Onizuka, finalement, pour moi, c'était un peu un Death Note numéro 2 quand je l'ai vu, donc c'était pas du tout la même vibe que je ressentais, mais il m'a vachement inspiré. Tu vois, finalement, Onizuka, c'est un des protagonistes dans les animés qui m'inspire le plus, de par les valeurs qu'il transmet, la vibe qu'il a, et bref, il a beaucoup trop d'aura, donc je te dirais, ouais, GTO. Donc ça ferait Death Note, Cyberpunk, GTO. Là, tout de suite, c'est ça mon top 3. Top 3 des musiques, putain, ça c'est difficile. Tu sais quoi, puisque c'est toi qui me poses la question, bro, je te dirais Shafkat, enfin ton remix de Shafkat, parce que pour moi ça me rappelle trop de bonnes émotions. Tu vois, finalement, le moment où on est monté avec Lucas sur scène à Electric Park sur ce son, pour moi, je vais pas te mentir, c'était un des meilleurs moments de ma vie en soirée. Et pourquoi ça m'a autant marqué? Parce que j'écoutais beaucoup de Freeze Corleone à ce moment-là, et le fait que tu me fasses monter justement sur ce son-là, je me suis dit putain, l'accomplissement de malade, j'étais full ego, j'avoue, quand je voyais les 15 000 personnes en face de moi. Donc rien que pour ça, vas-y, je dirais ce son. Sinon, je dirais également Angel Cry, le remix d'Influenceur d'Ascendant Vierge que j'ai utilisé pour ma première vidéo YouTube, donc Déviant, qui a été réalisée par Jules. Ce son-là, pareil, il m'a transcendé il me transcende toujours en fait. À chaque fois que je l'écoute, je me dis ouais, c'est un truc de ouf. Et en plus, il y a plein d'édits qui ont été faits après les Toxicity dessus, donc ouais, il y a trop de symbolique sur ce son. Et le dernier, je dirais TDJ The Sea, parce que ça me rappelle Ibiza, et j'ai que des bons souvenirs à Ibiza, pas de mentir. Donc là, je t'ai donné un top 3 de tête comme ça, mais évidemment, il y a plein d'autres sons que j'adore. Et concernant les films, là, de tête, tu sais quoi? Je dirais le premier Fight Club. Fight Club m'a vraiment marqué, il est vraiment profond aussi ce film. Le deuxième film, je dirais Inception. Parce que finalement, tu vois, ça part. C'est quoi, je l'ai re-regardé en plus Inception quand j'étais dans l'avion pour rentrer de Tokyo avec Lucas et Jules. Et je l'ai regardé avec un nouveau filtre. Et c'était le filtre un peu à travers lequel je vous parle les mecs, c'est-à-dire tu vas gérer toutes les croyances que tu as dans ton subconscient, etc. et à quel point ça influence ta perception de la réalité. Finalement, quand je regardais ce film, j'avais l'impression de voir une formation justement sur les parts d'ombre. Donc je dirais Inception. Et un autre film qui m'a vraiment marqué, je dirais Shutter Island aussi. Shutter Island, j'avais vraiment kiffé. C'est ce film, ouais, il te tient en haleine du début à la fin. Et même si j'étais assez jeune quand je l'ai regardé, qui m'a fait un peu flipper. Tu sais quoi, il y avait un peu une atmosphère de reviens-y. Tu sais, t'as peur, mais en même temps, tu kiffes le film. Et de toute façon, tout ce qui me fait ressentir des grosses émotions, généralement, j'aime bien. Que ce soit film, musique ou quoi que ce soit. Et tu m'as demandé animé. Donc, c'est pas vraiment un animé, mais tout ce qui est Miyazaki aussi, j'ai kiffé.
Donc mes préférés c'était Château ambulant et Princesse Mononoke. Je sais que j'aimais bien ces deux animés, films / animés en tout cas. Donc voilà, si je marche, c'est juste que, ouais, je sais pas, j'ai une pulsion, j'avais envie de marcher. Donc tu sais quoi, je vais faire mes steps en répondant aux questions. Il y a Dan qui me demande, est-ce que tu fonctionnes toujours avec des objectifs? Donc Dan, si tu me poses la question, c'est je suppose que tu es assidu sur mon contenu et tu as compris que un des messages clés de ma chaîne, c'était que généralement la plupart des gens qui poursuivent des objectifs, ils le font depuis la mauvaise place, c'est-à-dire ils le font depuis une place de manque et d'incomplétude. Et concrètement, ils placent une symbolique énorme sur leurs objectifs, à savoir, par exemple, ouais, le jour où j'aurai atteint cet objectif, donc par exemple le jour où j'aurai 6% body fat, une copine et que j'aurai 5 000 € par mois qui tombent sur mon compte en banque, là je serai heureux, là je serai en paix. Sauf que moi ce que je t'explique, c'est que ça, c'est une illusion. Maintenant, c'est une illusion, pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu vas accomplir un objectif depuis cette place, donc depuis cette place de manque et potentiellement de peur et de culpabilité, même si tu accomplis cet objectif, et tu vas l'accomplir hein, si tu fais les bonnes actions tous les jours, bah, tu vas voir que tu vas toujours ressentir ce vide. Tu vas peut-être avoir un soulagement temporaire, tu vas avoir de la validation externe temporaire, et ensuite suite à ça, tu vas te ressentir totalement vide. Et là, tu vas vouloir poursuivre un autre objectif. Donc par exemple, si tu voulais faire 5 000 €, tu vas dire vas-y, je vais faire 10 000, je vais faire 15 000. Ça, je le vois avec les gens qui font du business en ligne que j'ai souvent eu en consultation. C'est que tu vois, c'est pas en faisant plus de quelque chose qui ne marchait pas que ça va fonctionner. Et finalement, tu vois, un des messages clés de ma chaîne, c'est que tu ne peux pas combler un vide intérieur avec quelque chose de matériel ou d'extérieur en tout cas, ou avec quelque chose, une métrique de vanité. Donc grosso modo, tu pourrais le résumer, tu as tes objectifs qui proviennent de ton ego et tu as tes objectifs qui proviennent de ton âme. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand tu poursuis des objectifs, ce n'est même pas des objectifs qui t'étaient propres. Donc c'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose que tu veux fondamentalement, c'est quelque chose que tu as l'impression que tu dois poursuivre. Parce que tu as vu quelqu'un, ou alors une circonstance en particulier, ou un contexte, ou alors juste une narrative que tu t'es créée dans ta tête. Mais généralement, ça vient de personnes que tu idéalises ou en tout cas que tu considères un peu comme des gourous qui t'ont dit ouais les mecs, si vous voulez être dans le top 1%, il faut faire 10 000 € par mois, avoir tel lifestyle, sinon grosso modo t'es un PNJ, t'es une grosse merde dans la société. Et du coup ça te rentre dans le cerveau et tu te dis tu vas te sentir incomplet tant que tu n'auras pas accompli cette chose en question. Donc demande-toi déjà, est-ce que tu poursuis tes objectifs parce que c'est vraiment ce que tu veux? Genre là, s'il n'y avait personne qui pouvait voir les résultats de ce que tu poursuis, est-ce que c'est ce que tu auras envie de faire? Ou alors est-ce que tu le fais parce que tu as l'impression que tu seras accepté, que tu vas te sentir légitime, tu vas te sentir en paix si jamais tu accomplis cet objectif? Et également, Dan, ce que je voulais rajouter sur mes objectifs, c'est finalement, c'est pas mes objectifs qui sont intéressants, c'est plus le framework global que j'utilise justement pour me développer personnellement. Donc j'ai un peu fait un mix de tout ce que j'ai appris dans mon parcours développement personnel depuis que j'ai commencé. Et finalement, maintenant, ce que je fais, c'est que j'approche mon développement personnel de manière intégrale. Tu vois, généralement, un des points faibles du dev perso tel qu'il est présenté dans la sphère un peu mainstream, c'est que les solutions elles sont toujours partielles. Tu vois, tu vas toujours essayer de régler un pan de ta vie en délaissant un autre, ou en tout cas sans prendre en compte simultanément tous les autres pans tous les pans de ta vie de manière générale. Et moi, ce que je me suis rendu compte finalement, c'est que ce que je visais, c'était jamais l'accomplissement d'un seul objectif ou la réussite dans un seul pilier de ma vie, mais c'était une harmonie générale entre tous les piliers de ma vie. Et quand je dis tous les piliers de ma vie, c'est quoi? Ça inclut mon expérience objective de la vie, donc concrètement qu'est-ce que je fais dans le monde matériel, mais également des objectifs dans mon expérience subjective. Donc ça c'est plus tout ce qui est lié aux pratiques de Monk, donc la pleine conscience, comment tu te sens, gérer les parts d'ombre de ton inconscient, ce genre de choses. Et finalement j'utilise un système qui combine les deux. C'est-à-dire que à chaque fois que je poursuis un objectif dans le monde externe, donc par exemple ça pourrait être, je sais pas, avoir ma shape de rêve et faire un photoshoot pour une grosse marque de fitness ou quoi que ce soit, je vais m'en servir également pour venir identifier justement des parts d'ombre chez moi, donc des blocages mentaux que je pourrais avoir,
des croyances limitantes, des traumas liés au passé ou quoi que ce soit. Et je me sers justement de ces objectifs dans le monde externe pour aussi venir soigner mon monde interne. Grosso modo, j'essaie de te le faire court et je ferai une vidéo exclusive là-dessus parce que c'est giga long à expliquer, c'est tout un modèle que je devrais expliquer. Modèle qui est inspiré de Ken Wilber, pour ceux qui connaissent, donc qui a fait une théorie intégrale du développement de ton ego en fonction des phases dans lesquelles tu es dans ta vie. Tu vas voir que tu vas pas être drivé par les mêmes choses et tu as plusieurs stades d'évolution et honnêtement les gars, c'est très complexe à comprendre, mais par contre une fois que tu l'as compris, ça te permet de tout capter en fait. C'est quoi, même quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas pouvoir savoir à quel niveau il se situe et pourquoi il est motivé par ce qu'il est en train de poursuivre, et ça te permet de beaucoup mieux comprendre justement, déjà te comprendre les autres et comprendre le monde de manière générale, tu vois, même la société, etc. Donc j'espère que c'était un peu clair, mais ça je vais en faire une vidéo exclusive, sinon ça va prendre toute la Q&A, donc j'y répondrai dans une autre vidéo. Ok, comment tu identifies une personne avec qui tu veux connecter? Honnêtement, j'écoute beaucoup mon intuition à ce niveau-là. Pour savoir si je veux connecter avec une personne, simplement, je vais être hyper attentif, hyper conscient de ce que je ressens à la présence de cette personne. C'est-à-dire que à partir du moment où cette personne me fait ressentir des bonnes émotions, des bonnes énergies, et simplement sa présence, elle me fait me sentir safe, je vais avoir envie de connecter avec cette personne. Donc plus précisément, comment ça se matérialise, c'est à partir du moment où tu sens que tu peux être pleinement toi-même avec cette personne en question. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de masquer certaines facettes de ta personnalité ou alors accentuer certaines facettes de ta personnalité dans le but de te faire apprécier ou d'être validé. Généralement, c'est des bons indicateurs pour moi que c'est une personne avec qui je pourrais potentiellement connecter. Et c'est pas du tout rationnel finalement là ce que je suis en train de te dire. Et c'est ok. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir des raisons rationnelles pour avoir envie de connecter avec quelqu'un ou ne pas avoir envie de connecter avec quelqu'un. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je ne sens pas la personne, c'est-à-dire juste, mon intuition me dit que ouais, cette personne, elle n'est pas fiable ou en tout cas, elle n'est pas bonne pour moi, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas lui consacrer plus d'énergie. Et tu sais quoi, j'ai même pas besoin d'avoir une raison rationnelle pour le faire. Juste, je me fais confiance et je fais confiance à mon intuition. Et généralement, de ce que j'ai observé, mon intuition, elle est juste. C'est pour ça que je fais confiance à mon intuition également. C'est parce que généralement, elle m'a jamais fait de dinguerie, mon intuition. Et elle avait toujours une part de vérité. Donc voilà. Est-ce que l'influence a changé ta perception de la vie? Donc j'irai pas jusque-là en disant que ça a changé totalement ma perception de la vie. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé mon aventure sur les réseaux, finalement, c'était en parallèle de tout le travail de développement personnel que je fais sur moi-même et tous les gens que j'ai pu aider également. Donc oui, j'ai eu pas mal de changements de paradigme pendant mon aventure sur la création de contenu sur les réseaux, sachant que c'est assez récent les mecs, ça fait qu'1 an que je poste réellement. Et tu sais quoi, la perception que ça a changé principalement, c'est ma perception des réseaux sociaux de manière générale. Je sais qu'à un moment, quand j'étais dans ma période monk, j'avais tendance à diaboliser justement les réseaux sociaux en me disant putain, mais en vrai, il n'y a que des informations de mort qui circulent sur les réseaux sociaux. Et la plupart des gens, justement, ils s'en servent pour fuir la réalité. C'est-à-dire, tu vois, ils scrollent comme ça, histoire de s'anesthésier le cerveau et de ne pas avoir à, je vais dire, affronter la réalité telle qu'elle est là maintenant, mais juste, tu sais quoi, même l'observer et la vivre. Donc j'avais de la réticence au début vis-à-vis des réseaux sociaux, tu vois, pour moi c'était un peu je trouvais ça un peu malsain. Et finalement maintenant j'ai totalement changé de perspective dessus. Donc dans ce sens on pourrait dire ouais, ça a changé ma perception de la vie. Donc ce que ça a changé, c'est que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux ça pouvait être la meilleure chose qui existe. Et que finalement tu vois, ton feed sur les réseaux sociaux, c'est un peu le reflet de ta psyché et de ton inconscient. C'est-à-dire que tu vois, finalement, c'est pas l'algorithme le problème, c'est toi c'est toi où tu places ton attention en fait. Parce que en fonction de ce que tu regardes et du temps passé sur certains contenus, il va t'en suggérer d'autres qui matchent justement ce que tu étais en train de regarder. Et si tu regardes que des trucs négatifs et de la merde et des trucs qui contribuent pas à ce que tu aies une bonne expérience de la réalité, tu vas avoir de plus en plus de ça.
Et l'inverse peut être vrai également. C'est pour ça, tu vois, moi les réseaux sociaux finalement, je m'en sers pour faire ce que j'estime quelque chose de bien pour moi et pour les autres. C'est-à-dire j'essaie de véhiculer justement des bonnes perspectives, en tout cas moi des perspectives qui m'ont aidé dans ma vie. Et finalement, c'est ça que ça a changé. Je me suis rendu compte que mes problèmes, ils n'étaient pas si personnels que ça. Tu vois, sur le moment, il y a plein de moments dans ma vie où je me disais putain, pourquoi ça m'arrive, etc. Du coup, j'avais des problèmes sur le papier que je devais résoudre. Je les ai résolus. J'ai commencé à essayer de partager justement mes leçons sur Internet. Et finalement, je me rends compte que mes problèmes, ils n'étaient pas personnels parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de subir les mêmes problèmes que moi, je subissais et que je peux les aider. Donc finalement, ça m'a fait réaliser ça. C'est que les réseaux sociaux, ça peut être une extension de la conscience collective et que tu peux contribuer à ta manière à rendre cette conscience collective la plus saine possible. C'est pour ça, pour moi, sur les réseaux, il y a un peu je vais dire une guerre, mais tu vois, entre les contenus qui sont là un peu pour te laver le cerveau et les contenus qui sont là plus pour t'éveiller ou en tout cas t'aider à avoir une meilleure expérience de ta réalité. Tu vois, c'est pour ça, je suis jamais dogmatique sur les réseaux sociaux. Il y en a, ils vont dire ouais, les réseaux sociaux, c'est malsain, tu vas te comparer aux autres ou quoi que ce soit, mais t'es pas obligé en vrai. Tu vois, rien que le fait d'avoir accès à des résultats d'autres personnes et potentiellement pouvoir te donner la vision sur certains aspects de ta vie, c'est magnifique. Finalement, si tu trouves ça malsain parce que toi, tu te compares à ces gens-là, en vrai, c'est un peu ton problème. C'est toi qui crée une projection, mais c'est pas le mec en question qui poste. Donc, ouais. Quel est le conseil que tu donnerais à ton toi du passé quand tu étais au plus bas, virgule, le plus gros levier? Donc finalement, ouais, comme je te disais, c'est pas un conseil que je lui donnerais, ce serait ma présence entière. Juste, je serais là pour moi. Et je le ferais ressentir avec toute mon âme là. C'est-à-dire, je me ferais capter que Antoine, t'es jamais seul en vrai. Moi, je suis toujours là pour toi. Et finalement, comme je disais, tout est impermanent dans la vie. Et la seule chose qui se rapproche le plus de la permanence, c'est ta relation avec toi-même. Tu vois, tu as toujours cette narrative en tâche de fond dans ton esprit. Tu as toujours cette capacité d'observer ce que tu penses, d'observer ce que tu ressens, de t'observer. Et ça, c'est ta relation avec toi-même, grosso modo. Donc en fait, c'est pas un conseil que je me donnerais, c'est plus, je me regarderais avec compassion et bienveillance, moment par moment en gros. C'est-à-dire même les moments où là, tu es en train de subir la vie, tu te sens à terre, au fond du trou. Tu as de l'incertitude potentiellement. Tu sais pas ce qui va se passer plus tard. Tu as l'impression que c'est maussade. Même dans ces circonstances-là, je veux que tu sois là pour toi. Et je veux que tu sois là pour toi comme tu serais là pour ton meilleur ami que tu aimes plus que tout. Tu vois, quand ton meilleur ami qui t'aime plus que tout, il a une phase comme ça où il est un peu en doom là, comment est-ce que tu le perçois là? Et si tu l'aimes, tu vas avoir de la compassion et de l'empathie pour lui. Et tu vas lui dire, mec, ça va bien se passer. Et tu sais quoi? Même si ça se passe mal, c'est ok. Parce que je sais que t'es un god et que t'es assez fort pour surmonter tout ce que la vie te balance. En gros, je lui dirais ça d'une part. De l'autre, je lui ferais comprendre que t'es un être humain. Et c'est normal et c'est magnifique même de vivre toute ton expérience d'être humain. C'est-à-dire, t'es un être humain qui va vivre tout le spectre d'émotions à ta disposition. Et rien que le fait que tu puisses ressentir ça là, que tu puisses expérimenter ça, je veux que tu perçoives de la beauté dedans là. Et quand tu captes que c'est beau de pouvoir ressentir ça et que finalement il y a de la beauté aussi dans le fait que tout soit impermanent, que tu peux décider de ne pas résister à ce que tu ressens et juste savourer ce que tu ressens, et que finalement tu captes que tout est ok et que tout sera ok, t'arrêtes de ressentir de la résistance vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre et t'arrives à être en paix avec peu importe la réalité telle qu'elle se présente là maintenant. Donc je sais que je pars un peu en mode monk là tout de suite là, mais c'est sincèrement ce que j'essaierai de me faire ressentir. Parce que tu vois, avec du recul, tous les moments justement où j'avais l'impression de me faire essorer par la vie, c'est que je manquais de... J'étais pas assez conscient de ce que j'étais en train de vivre.
Tu vois, mon attention elle était totalement focalisée sur une pensée, sur une sensation désagréable, et je voyais absolument que ça, et pas du tout l'intégralité de l'expérience que j'étais en train de vivre. Donc, ouais. À partir du moment où tu subis justement une période comme ça où tu es au plus bas, la première étape, ça va être d'accepter la réalité telle qu'elle est là maintenant, en gros. Ce sera toujours ça. Et un autre méta framework que tu peux garder en tête, c'est que tu vas être OK avec peu importe l'émotion que tu es en train de ressentir sur le moment là. Peu importe l'émotion ou l'expérience que tu es en train de vivre sur le moment. C'est-à-dire que tu vas même être OK avec le fait de ne pas être OK. Donc là, normalement, ça va te faire un peu réfléchir, mais si tu es OK avec le fait de ne pas être OK, bah par définition, tu peux jamais ne pas être OK. Parce que ça veut dire que tu acceptes absolument tous les states émotionnels que tu es en train de vivre là, que tu peux vivre, que tu vas vivre, sans les résister, sans les juger, sans les labelliser. Et quand tu es comme ça, bah tu dégages un peu une énergie de chill absolue, dans le sens où il n'y a rien qui te dérange réellement. Et tu te sens beaucoup moins impuissant face aux expériences de la vie qui t'arrivent. Donc, tu sais quoi, je suis hyper content d'avoir vécu plein de trucs finalement qui m'ont challengé émotionnellement, parce que sans ça, j'aurais pas pu justement développer cette capacité à mieux gérer mes émotions, mes pensées, mon state émotionnel, mon identité de manière générale. Donc voilà. Ok, comment sortir d'une relation toxique qui t'empêche de progresser ? Bah, la première question à te poser, c'est là, si tu sais que c'est une relation toxique, c'est pourquoi tu tolères cette relation toxique. Tu vois ? Là, le problème, il est même pas de son côté, il est de ton côté à toi. C'est, tu as réussi à identifier que la relation elle était toxique pour toi, donc déjà c'est cool, tu as fait 80% du taf. Maintenant, la vraie question à te poser, c'est pourquoi tu autorises cette relation toxique à exister là dans ta réalité là maintenant là. Et vraiment pose-toi sincèrement la question là. Et tu vas voir que c'est parce que tu as des traumas qui ne sont pas résolus du passé. C'est-à-dire que probablement depuis ton enfance généralement, on t'a appris que l'amour ça devait être douloureux / conditionnel. Tu vois, généralement c'est ça une relation toxique. D'ailleurs, tu as des moments où tu te sens comme Dieu, hein, tu es le mec le plus aimé du monde, tu as l'impression d'être mis sur un piédestal, c'est génial. Et d'autres moments, tu as l'impression d'être rabaissé, d'être la plus grosse merde qui existe sur Terre. Et généralement, quand tu tolères ce genre de relation et quand tu es attiré par ce genre de personnes, c'est que dans le passé, justement, on t'a appris que l'amour, ça devait se mériter et que tu devais remplir certaines conditions pour être digne d'être aimé. Et finalement, c'est des croyances ensuite qui viennent s'implanter dans ton subconscient. Donc c'est des croyances vraiment que tu considères là émotionnellement comme des vérités absolues. Et le fait d'être avec cette personne finalement, de rester avec cette personne toxique là, ça vient un peu confirmer ces croyances. C'est-à-dire que c'est un biais de confirmation que tu as inconsciemment là, mais ça vient confirmer finalement cette croyance, cette vérité absolue que tu as dans ton subconscient, que tu ne mérites pas vraiment d'être aimé. Et justement, tu perpétues ça, parce que, je t'ai dit, hein, à chaque fois que tu as une croyance sur toi-même qui te semble vraie, elle va se matérialiser dans ta réalité. Pourquoi ? Parce que ton système d'activation réticulaire, donc le filtre à travers lequel tu perçois la réalité, il va être paramétré sur cette croyance-là. Donc par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, ou alors mes relations doivent être douloureuses. Et du coup, tu vas tout faire inconsciemment pour venir confirmer cette croyance que tu avais déjà sur toi-même. Et c'est pour ça que tu tolères cette relation toxique. Donc le moment finalement où tu vas réussir à faire ce travail justement sur toi-même, d'identifier justement comment cette croyance que tu ne méritais pas d'être aimé et que tes relations devaient être chaotiques comme ça, devaient être toxiques comme ça, s'est formé, depuis quand elle est là, et que tu vas réussir à changer la narrative et que tu vas réussir à capter que non, je mérite de me sentir bien, je mérite d'être aimé, je mérite de mériter, je mérite d'avoir la meilleure expérience de la vie possible. Là, en l'occurrence, avec cette personne, je ressens pas ça. Et tu captes que finalement, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire les choses parce que tu as envie de les faire, pas parce que tu as une croyance qui te dit que tu dois faire ça.
Et finalement, tu vois, les relations toxiques, comme je te disais, ça peut être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que sans les personnes toxiques, justement, tu pourrais pas avoir conscience justement de toutes ces croyances que tu as sur toi-même, donc ces croyances qui sont négatives. Et comme je dis toujours, c'est si tu as une croyance qui est pas bénéfique, qui n'est pas utile dans ta réalité, automatiquement, elle va être néfaste pour ton expérience de la réalité. Donc, sers-toi de cette relation justement pour identifier tous tes triggers, là, tous tes traumas, et tu vois un peu comment ils sont formés. Et ensuite, tu fais tout le taf de shadow work derrière pour venir remixer la narrative. Et une fois que tu auras ça, bah, tu verras que tu me poseras même plus cette question en fait. Juste, tu vas être complètement hermétique aux relations toxiques parce que tu vas tellement te valoriser déjà, et tu vas tellement valoriser ton intérieur, c'est-à-dire comment tu te sens, c'est quoi l'expérience de la vie que tu as envie de vivre là, que jamais tu vas tolérer quelqu'un qui justement te draine ton énergie ou qui te fait te sentir mal, qui vient attaquer ton estime de toi. Non, tu vois, ton estime de toi elle va dépendre uniquement du regard que tu as envers toi-même. Et finalement, à chaque fois que quelqu'un ne viendra pas justement confirmer toutes ces croyances positives que tu as sur toi-même, tu vas automatiquement les dodge de ta réalité. Donc finalement, un des moyens de ne plus être attiré par les personnes toxiques, c'est de se soigner. Se soigner de tous ces traumas d'enfance justement, où tu as appris que voilà, une relation amoureuse, ça devait être chaotique, toxique, que tu devais remplir certains critères pour pouvoir être aimé, que certaines facettes de toi n'étaient pas légitimes, tout ce genre de choses. Donc je ne vais pas rentrer en détail, je ferai sûrement une vidéo entière là-dessus parce que j'avais prévu de le faire de toute façon, et j'en parle déjà beaucoup dans le Discord, mais voilà, pour donner quelques pistes. Ok, question d'Antoine, mieux vaut avoir une idée giga claire de ses antivisions plus que d'avoir des objectifs ultra précis, non. En fait, tu peux avoir les deux. Mais c'est vrai que pour moi, tes objectifs, ils doivent découler justement de la vision que tu as pour toi-même. Donc on pourrait dire aussi, tu sais quoi, c'est le paradis que tu es capable d'imaginer là pour ton expérience de la réalité. Et ta vision également de l'enfer, donc ton anti-vision, serait quoi l'inverse de ça, tu vois. Et une fois que tu es conscient de ça, là, tes objectifs, ils vont venir naturellement. Mais comme je te disais, tes objectifs, c'est surtout des moyens de te donner des directions pour être sûr que soit tu t'avances vers ton paradis, soit tu avances, soit tu évites d'avancer vers ton enfer en gros. Et tes objectifs et même ta vision, tu vas voir qu'elle va évoluer. C'est pour ça que, tu sais, souvent les gens ils vont te dire ouais, trouve ton purpose ou quoi que ce soit, mais ça va te mettre dans ta tête pour rien. C'est-à-dire que ce que tu veux à un moment, ça peut évoluer. Comme je te disais, tout est impermanent, et même tes envies, même tes objectifs, même ta vision pour toi-même, même c'est quoi ton anti-vision pour toi-même, elle peut être impermanente. Et tu vas toujours être vachement conscient de ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours faire un peu un travail d'introspection pour être sûr que ce que tu es en train de poursuivre, c'est vraiment aligné avec ce que tu veux, et c'est pas quelque chose que tu fais depuis une place justement de manque ou juste simplement, tu sais quoi, la mauvaise place en gros. Putain les gars, j'ai envie de me couper une couille, j'ai parlé pendant 50 minutes et je crois que ça n'a pas enregistré. Et la question elle était intéressante en plus. C'était comment oublier son ex ou comment passer à autre chose après une rupture. Et il y a pas mal de questions sur ça, donc c'est pour ça que j'ai pris du temps pour y répondre. Mais la première étape pour oublier son ex, c'est de comprendre que tu vas jamais oublier ton ex. C'est-à-dire que là, tu vois, toutes les ex que j'ai eues, je m'en rappelle. Mais par contre, tu vas changer de perspective dessus. C'est-à-dire que là, si ta rupture, elle était assez récente, il y a moyen que ça te génère des émotions extrêmement douloureuses, désagréables, / que tu considères comme négatives. Et tu es en train de résister cette émotion. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que tu ne devrais pas ressentir ce que tu es en train de ressentir. Et tu te dis, putain, pourquoi je ressens ça là, je ne devrais pas ressentir ça, il faut que j'arrive à me ressentir heureux le plus vite possible. Mais moi, c'est tout l'inverse finalement que je te conseillerais. C'est-à-dire que tu vas accepter radicalement ce que tu es en train de ressentir là, maintenant, tout de suite. C'est quoi là, si tu as une rupture, si tu as le cœur brisé, c'est la première étape indispensable à faire. Si tu vas t'autoriser pleinement à ressentir ce que tu es en train de ressentir là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que tu vas pas essayer de résister à l'émotion, tu vas pas essayer de te distraire de l'émotion, tu vas plonger pleinement dedans là. Et comment tu fais ça ? Simplement, tu vas prendre une grande inspiration là.
Tu vas accepter que cette émotion est là et tu vas l'observer. Tu vas l'observer avec curiosité et compassion. C'est-à-dire, tu peux même te demander, ok, où est-ce qu'elle se situe? Moi, je sais que généralement, ces émotions-là de peine de cœur, bah, se situent au niveau de mon plexus, là. Tu sais, tu as une espèce de sensation de vide qui t'aspire. Quelle texture elle a? Quelle couleur elle a? Quelle forme elle a? Et juste, tu l'observes sans la juger. Et tu vas voir que même si là, ça te paraît un peu mystique, ce que je te dis, le fait de l'observer justement, sans la résister, tu vas voir qu'elle va te générer beaucoup moins de résistance qu'elle te générait quand tu essayais de la résister en fait. Donc, une fois que tu t'es autorisé pleinement à ressentir cette émotion, t'es pas très loin de pouvoir lâcher prise dessus justement. C'est-à-dire à partir du moment où tu acceptes la réalité pour ce qu'elle est là maintenant, et quand je dis la réalité telle qu'elle est là maintenant, c'est-à-dire toute l'expérience de la réalité que tu es en train de vivre là, donc les sensations corporelles que tu ressens avec tes 5 sens, tout comme les pensées que tu as, les émotions que tu ressens, tu acceptes ça radicalement, sans résister. Tu vas voir que ça va te générer beaucoup moins de sensations de conflit interne. Ensuite, ce que j'étais en train de dire justement, c'est que tu vas te rappeler que t'es jamais tout seul. T'es toujours là pour toi. Et je veux que tu sois là pour toi comme tu serais là pour ton meilleur ami justement qui vient de se faire briser le cœur. C'est-à-dire, imaginons que là, ton meilleur ami se fait briser le cœur, qu'il était giga amoureux, et là d'un coup, elle l'a quitté de la manière la plus dégueulasse possible, et là, il est au fond du trou là. Et ton meilleur ami, tu l'aimes plus que tout là. Comment est-ce que tu le considérais là? Comment est-ce que tu le percevrais? Comment est-ce que tu lui parlerais? Ce serait quoi l'intonation que tu utiliserais pour lui parler? Ce serait quoi les mots que tu utiliserais pour le réconforter? Tu vois, toutes ces choses, bah, je veux que tu te les appliques à toi-même. C'est-à-dire, tu vas te dire, mec, c'est ok de vivre ça. Je sais que là, c'est dur, mais tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tes émotions, elles sont valides. Autorise-toi à ressentir pleinement justement cette peine de cœur. Et dans un certain sens, même c'est beau. Parce que si tu ressens ça, ça veut dire que tu as réellement aimé la personne. Et que déjà, tu as eu accès à l'expérience d'une love story. Donc, rien que ça, c'est magnifique en vrai déjà. Et rappelle-toi que tous les rejets que tu as, finalement, c'est une redirection vers quelque chose de mieux. Même si sur le moment, là, t'arrives pas à le percevoir, parce que ton attention, elle est vachement focalisée justement sur cette sensation désagréable. Mais si là, tu sais quoi, je pouvais voyager dans le temps de ta vie là, et regarder justement cet événement depuis ce prisme du futur, tu verrais qu'en fait, c'était une des meilleures choses qui te soit arrivée. Parce que si ça s'était pas arrivé, t'aurais jamais pu devenir la personne que tu seras là dans le futur, là, ton toi idéal justement là. Que tu peux décider d'incarner maintenant dans le présent justement là. En te parlant justement avec cette bienveillance extrême et en captant que c'est ok et ça va le faire. Tu sais quoi, même si là tout de suite tu te sens débordé émotionnellement là, t'as que des flashbacks de souvenirs avec ton ex ou quoi que ce soit, ça te fait souffrir, tu te dis pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi le monde il est comme ça contre moi. Même ça, tu sais quoi, c'est ok. Tu vas voir que finalement, comme je te disais, tu vas jamais vraiment l'oublier, mais tu vas changer de perspective sur ton ex. Et le moment où tu vas changer de perspective sur ton ex et la perspective que tu auras sur elle, ce sera de la gratitude. C'est-à-dire que tu vas la considérer comme un ange gardien pour ce qu'elle t'a apporté comme expérience et comme leçon. Des leçons qui vont te permettre d'avoir des bien meilleures relations par la suite, des bien meilleures expériences, des bien meilleures love stories. Tu vas la remercier de tout ton cœur. Et tu vas dire putain, heureusement que je me suis séparé de cette personne, sinon j'aurais jamais pu vivre ces expériences-là. Et tu sais quoi, je ressens une gratitude infinie pour cette rupture maintenant. Donc ça, c'est comme je te disais, c'est généralement quand tu résistes la réalité telle qu'elle est maintenant et que tu n'arrives pas à voir justement l'expérience dans son intégralité, c'est-à-dire que tu es focalisé uniquement justement sur cette sensation désagréable ou potentiellement une parole qu'elle t'a dit que tu es en train de ruminer ou quoi que ce soit,
c'est de là que vient cette sensation de conflit interne que tu as. Mais le moment justement où tu résistes plus ça, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Et comme je te disais, généralement les événements qui te semblent chaotiques, qui te semblent atroces sur le moment, si tu prends la timeline globale de ta vie, si tu arrives à voir l'architecture de ta vie dans son intégralité, que tu peux pas faire là maintenant, tout de suite là, mais avec le temps tu vois que c'est vrai, tu sais quoi, tu te sentirais pas aussi mal. Tu capterais que finalement ce que tu es en train de ressentir, c'est temporaire, c'est impermanent. Et d'ailleurs tout est impermanent, tu sais quoi, là on parle de rupture, mais ça pourrait être même un succès que tu vas avoir, une sensation de fierté, tu vas voir que même ça c'est impermanent. Donc par définition, s'attacher à une émotion ou un state émotionnel ou quelque chose d'impermanent de manière générale, ça va toujours te générer de la souffrance. Donc c'est de là finalement que vient le détachement émotionnel. Et petite réflexion bonus, mais moi je te dirais t'as de la chance. Tu vois, moi je suis accro finalement à la sensation de me faire briser le cœur. Parce que quand tu te fais briser le cœur, finalement ce que ça fait, c'est que ça vient détruire un peu ton ego. Donc toute la narrative que tu t'es créée sur toi-même, sur l'autre personne, sur le monde potentiellement. Et tu vas devoir te reconstruire. Et c'est trop bien. Tu vois pourquoi? Parce que c'est toujours après mes plus grosses peines de cœur que j'ai mes plus gros level up dans la vie. Et moi j'aime bien dire que c'est ma phase un peu Lil Peep, tu vois, quand j'ai le cœur brisé. Donc pendant cette phase-là, comme je te disais, j'aime bien m'autoriser pleinement à ressentir ces émotions de tristesse et de mélancolie là. Limite, je suis heureux d'être triste en gros. Et parce que je peux savourer les sons de Lil Peep depuis une autre dimension en gros. Tu vois, j'arrive pas à écouter les sons de Lil Peep moi quand je suis trop heureux. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, je suis content d'être heureux. Mais justement, quand tu es en peine de cœur comme ça, prends le temps de savourer justement des sons tristes comme ceux de Lil Peep par exemple. Et ça t'apprend une leçon aussi. Tu vois, il ne va pas s'agir juste d'écouter des sons de Lil Peep pour rester dans ta chambre et chialer toute la journée. Mais Lil Peep, ce qu'il te rappelle, c'est que même si tu as le cœur brisé, même si tu es amoureux de quelqu'un qui ne veut pas de toi, même si tu souffres à cause de l'amour, ça ne fait pas de toi moins que rien. Et tu peux continuer de créer. Et finalement, c'est ça qui fait que Lil Peep il est si inspirant. C'est que malgré ces peines de cœur, ces tortures émotionnelles concernant les femmes là, il continue de créer. Et il crée des choses qui ont un impact pour moi bénéfique sur le monde, dans le sens où tu vois tous les gens qui sont tristes finalement, grâce à Lil Peep, ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls en vrai. Et déjà savoir que t'es pas tout seul, c'est un peu réconfortant. Mais surtout ça te rappelle aussi certaines qualités que tu as chez toi, c'est-à-dire cette capacité de créer, peu importe ce que tu ressens là sur le moment. Tu vois, on parle de tristesse, mais ça pourrait être n'importe quelle émotion, tu vois, même des croyances limitantes ou quoi que ce soit. Tu peux t'autoriser justement à créer et à utiliser justement toutes ces émotions négatives pour les transmuter dans quelque chose qui toi te plaît. Et c'est pour ça, moi, je t'ai dit, j'étais accro à ça, c'est parce que généralement, quand j'ai le cœur brisé, c'est là que j'ai le plus de créativité. Tu vois, j'aimais bien justement utiliser cette mélancolie pour créer. Et quand je dis créer, c'est que tu n'es même pas obligé de créer un projet musical. Tu peux simplement te considérer comme ton propre projet artistique. Donc moi, c'est ça que j'aimais bien faire. C'est finalement, je profitais justement de ces moments où j'avais le cœur brisé. Et du coup, toute l'énergie que je mettais dans l'autre personne, je pouvais la rediriger vers moi pour construire la meilleure relation possible avec moi-même. Donc d'une part, avec mon dialogue intérieur, mais même, c'est quoi, de manière très concrète. C'est-à-dire, ok, maintenant, comment je fais pour devenir la version 4.0 de moi-même? Donc, d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue business, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue spirituel, artistique, enfin bref, absolument tout. Tu reprends tout à zéro. Tu vois, là, c'est l'occasion parfaite justement de rediriger toute cette énergie que tu mettais dans cette personne vers toi pour t'offrir la meilleure expérience possible de la réalité. Parce que finalement, notre but, les mecs, c'est ça en vrai. C'est d'avoir la meilleure expérience possible de la vie. Et ces moments justement un peu douloureux, c'est des parfaits catalyseurs justement pour te propulser et faire ce que tu savais que tu devais faire intérieurement, même quand tu étais dans ta relation. Mais tu te disais, ouais, non, j'ai pas assez d'énergie pour le faire, et de toute façon, là, je suis pas trop mal, je suis assez confortable avec ma copine ou quoi que ce soit. Là, tu vois, t'as plus le choix.
toutes ces choses-là que tu avais en tête, là, toutes ces idées, bah, maintenant tu vas les matérialiser, tu vas exécuter depuis ces idées-là. Donc moi c'est ça que je te dirais, c'est finalement fais en sorte justement, tu sais quoi, tu peux même rationnellement essayer d'identifier c'était quoi les choses que ta relation t'empêchait de faire et tu vas les faire justement maintenant là. Donc même si tu te sens à terre, moi je veux que tu incarnes là ton toi idéal là maintenant tout de suite dans le présent là. Même c'est quoi si tu as envie de chialer tous les matins quand tu te réveilles et que tu ressens un vide là au fond de toi là, je veux que tu t'habilles comme ton toi idéal, je veux que tu penses comme ton toi idéal, je veux que tu aies la position, enfin l'attitude de ton toi idéal là maintenant tout de suite dans le présent là. Et plus tu vas t'efforcer de faire ça, c'est-à-dire plus tes actions justement elles vont être alignées avec cette vision que tu as de toi-même, même si sur le moment ça peut te paraître un peu pas naturel, tu vas voir à force de le faire, tu as un peu ce gap qui va se rapprocher entre ton toi idéal et ta version de ton toi là maintenant tout de suite dans le présent là. Donc voilà les gars, je sais que concernant les ruptures amoureuses, quand ça t'arrive, tu as l'impression que t'es maudit, que ça n'arrive qu'à toi. Mais même statistiquement, si tu regardes, je pense que tu dois avoir 90% des gens qui ont été en relation, qui ont subi une rupture amoureuse. Et eux-mêmes aussi se disaient « Ouah, c'était the one, je ne retrouverai jamais mieux » ou quoi que ce soit. Et finalement tout ça c'est juste des histoires que tu te racontes dans ton esprit. Et justement je veux que tu les vois pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste des pensées et des histoires. C'est-à-dire, tu vois, généralement, les gens aussi, quand ils sont autant à terre parce qu'ils sont fait quitter, c'est que tu as l'impression que tu retrouveras jamais mieux. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans un mindset d'abondance. Tu n'as pas l'impression que tu mérites justement d'avoir les meilleures relations possibles ou que tu as même accès à des relations qui, toi, te stimulent. Donc moi, c'est pour ça, après ma première grosse rupture, c'est là que je me suis mis au game. Et tu sais quoi, en me mettant au game, justement, et en développant ma capacité à créer des connexions avec les filles qui m'intéressaient, je me suis rendu compte que ah ouais, en fait, tu pouvais multiplier les expériences et que si j'étais autant attristé à l'idée de ne plus être avec mon ex, c'est parce que je pensais que j'allais jamais pouvoir retrouver quelqu'un qui allait me faire vivre une expérience supérieure ou égale à ce que j'ai vécu. Sauf que tu vas te rendre compte que c'est pas le cas, justement en faisant ce que je t'ai dit, c'est-à-dire d'abord tu t'autorises à ressentir l'émotion. Ensuite, tu vas réutiliser toute cette énergie maintenant que tu vas avoir de disponible vers toi pour devenir la meilleure version de toi-même. Et quand je dis la meilleure version de toi-même, vois pas ça d'un point de vue égotique. C'est juste la version de toi qui a la meilleure expérience de la vie possible en gros. En gros, c'est ça. Ok, comment se détacher du regard des autres? Donc déjà, il faut que tu comprennes pourquoi tu es attaché à la validation des autres, au regard des autres. Et généralement, c'est parce que tu as associé une symbolique justement à leur validation. Donc cette symbolique, généralement, elle se matérialise de la façon suivante, c'est-à-dire si un tel ou une telle me valide, ça veut dire que je suis légitime de me sentir en paix, de me sentir aimé, de me sentir confiant ou quoi que ce soit. Et tu vas essayer de comprendre déjà d'où viennent ces croyances que ta valeur, elle dépend justement de la validation de quelqu'un d'extérieur. Comme je te disais, finalement, le but, c'est quoi? C'est que tu sois le propre maître de ton estime de toi. C'est-à-dire que ton estime de toi ne dépend absolument pas du monde extérieur, mais principalement de la perception que tu as de toi-même. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais là, il faut que tu arrives à garder cette confiance en toi-même, que, ouais mec, tu es légitime, peut-être que tu es là maintenant, là, sans ajouter quelque chose de plus à ta personnalité, sans retirer quelque chose à ta personnalité, et que tu as le droit de te sentir en paix, là, maintenant, tout de suite. Et un exercice assez pratique que tu peux faire, c'est justement, sois hyper conscient des parties de ton identité que tu essayes de renforcer quand tu interagis avec des gens. C'est-à-dire, c'est quoi les aspects de ta personnalité que tu essayes d'amplifier parce que tu te dis que ça va plaire aux autres, et les parties que tu essayes justement de masquer parce que tu te dis que ça va pas plaire aux autres. Et ça va être très très dur de le faire au début, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que chaque fois que tu es dans une interaction avec quelqu'un, que tu acceptes pleinement toutes ces facettes de ta personnalité et que tu les labellises absolument pas. C'est-à-dire que tu ne considères pas des facettes de ta personnalité comme inférieures ou supérieures à d'autres et que tu les aimes toutes inconditionnellement. Et que tu sois à l'aise de les montrer à la personne qui est en face de toi. Et tu sais quoi, si la personne en face de toi, elle ne te valide pas, c'est que tu ne devais pas connecter avec cette personne. Donc l'exercice très pratique que je te donne, c'est quand tu es en relation avec quelqu'un, enfin quand tu es en interaction avec quelqu'un,
tu vas jamais essayer d'amplifier des facettes de ta personnalité ou alors de masquer des facettes de ta personnalité, et de manière générale, tu vas pas essayer de venir influencer la perception que la personne a de toi, parce que sa perception, tu t'en bats les couilles. La perception qui compte réellement, c'est la perception que tu as de toi-même. Et tu vois, quand tu justement essayes de masquer des aspects de ta personne, c'est un peu comme si tu te trahissais toi-même. Et finalement, tu viens un peu détériorer la relation que tu as avec toi-même. Donc en voulant justement, je sais pas, améliorer tes relations avec les autres et en te travestissant, tu vas voir que tu vas te faire du mal plus qu'autre chose. Donc sur le long terme, c'est ça que j'ai envie que tu fasses. C'est-à-dire maintenant, tu vas plus essayer justement de te travestir. Tu vas juste être l'être humain que tu es là maintenant tout de suite. Et tu vas faire de ton mieux depuis cette place-là. Et c'est amplement suffisant. Parce qu'en étant comme ça, c'est-à-dire en acceptant toutes les facettes de toi, même les facettes de toi que tu considères comme bizarres là, tu vas voir que ça va faire que tu vas pouvoir connecter avec les personnes avec qui tu es censé connecter. Donc voilà. Faut-il être dur à cerner avec les femmes pour les attirer ? Donc pas nécessairement. Je sais que j'avais déjà dit que plus tu étais complexe, plus tu étais attirant. Mais finalement, c'est plus tu es toi-même, plus tu es attirant en vrai. Et quand je dis toi-même, c'est le toi-même sans toutes les croyances limitantes que tu as justement sur toi, qui ne te servent plus là dans ta réalité là en gros. Et le fait d'être ton vrai toi, c'est-à-dire le toi sans tes croyances limitantes là, qui te dit que t'es pas légitime ou quoi que ce soit, automatiquement tu vas être complexe parce que tu vois, t'es unique comme être humain. On est tous uniques, on a tous des points de singularité, on est tous, comment dire, exceptionnels dans un certain sens. Et à partir du moment où justement tu vas incarner pleinement ce toi-là, ce vrai toi, par définition tu vas pas être hyper... par définition tu seras déjà complexe parce que tu vois toute ta personnalité finalement c'est tout un écosystème et chacun a un écosystème différent et on est tous différents. Donc tu vois, t'as pas besoin forcément de pousser justement cette frame de ouais il faut que je sois dur à cerner ou quoi que ce soit. De ce que j'avais remarqué, c'est pour les attirer, en vrai, est-ce que tu es attirant ? Est-ce que toi-même tu te trouves attirant ? Et tout simplement, est-ce qu'on peut te faire confiance ? C'est-à-dire, tu vois, est-ce que quand elle te parle, elle sent qu'elle peut te faire confiance ? Et est-ce qu'elle sent que voilà, tu as une bonne énergie, tout simplement ? Donc non, tu n'as pas forcément besoin d'être dur à cerner. Juste pour moi, concentre-toi sur le fait d'avoir une bonne énergie. Et pour avoir une bonne énergie, comme je te disais, il va falloir gérer un peu toutes les croyances limitantes que tu as sur toi-même. Et automatiquement, tu vas pas être cernable en une microseconde en gros. Donc non. Ok, pourquoi une fois que j'ai réussi à la séduire, elle ne m'attire plus ? C'est parce qu'en fait, t'es pas vraiment attiré par la personne, mais tu es attiré par la chasse, en tout cas le chase que cette personne te procure. C'est-à-dire, généralement, c'est ça qui se passe, c'est en gros quand tu poursuis les gens par ego, c'est tu veux sa validation parce que ça va venir confirmer quelque chose pour ton ego, donc une histoire que tu te racontes, c'est-à-dire ouais, si elle, j'arrive à la gérer, ça veut dire que je suis un putain de god, que je suis légitime en gros. Donc tu vois que t'aimes pas vraiment la personne, t'aimes juste l'idée d'être aimé en retour. Et quand t'es comme ça, tu pourras jamais avoir des relations satisfaisantes parce qu'en fait tu poursuis tes relations par ego et non pas par amour. Et tu vois que c'est hyper malsain de faire ça finalement. Donc généralement si tu as ce genre de pattern chez toi, c'est que dans le passé, tu as eu un manque de soutien émotionnel d'un de tes deux parents ou de tes deux parents, ou même à l'école, tu sais quoi. Et là, le fait de poursuivre des gens justement comme ça et d'essayer d'empiler un peu les relations, c'est que tu essaies justement de venir contredire cette narrative que tu t'es créée que tu méritais pas d'être aimé en gros. C'est-à-dire si X personnes me valident, même ça veut dire que ok, je mérite d'être aimé. Mais il n'y a que toi qui... il n'y a que toi qui peut te convaincre finalement que tu mérites d'être aimé là, maintenant, tout de suite, dans le présent. Et en gros, c'est ça que tu vas faire, c'est que tu vas te servir un peu de ces relations-là que tu es en train de poursuivre un peu, je ne vais pas dire superficielles, mais égotiques, pour voir justement un peu toutes les narratives que tu t'étais créées là, dans ton cerveau, là, dans ton esprit, et d'où elles proviennent. Et tu vas voir que, comme je t'ai dit, généralement, ça se crée pendant l'enfance.
suite à un manque d'amour d'un de tes deux parents. Et ça peut être un truc très con, hein. Ça peut être juste, il y a un jour, ta mère, elle a oublié de te chercher à l'école, et du coup, là, tu t'es dit, ok, finalement, tous les gens que j'aime finissent par m'abandonner, je mérite même pas qu'on vienne me chercher à l'école, et ensuite, tu vas te créer toute une narrative sur toi-même, sur le monde, sur l'amour, et tu vas associer justement amour et chaos. Alors que finalement, le vrai amour, bah, il est censé être paisible. C'est-à-dire que tu vois, quand tu as un amour sain, c'est quelque chose qui vient contribuer positivement à ton expérience de la réalité. Autrement dit, qui t'aide à être en paix et pas plus chaotique. C'est pour ça les gens qui disent ouais, je l'aime bien, mais je sais pas, je ressens pas assez d'émotions fortes, quoi que ce soit. C'est que finalement, t'as pas géré justement tous ces traumas liés au passé, où tu as associé amour et environnement chaotique. Et généralement également, quand tu as ce genre de pattern, c'est que tu considères l'amour comme quelque chose de conditionnel. C'est-à-dire il faut que tu remplisses certaines caractéristiques, que tu aies certains critères chez toi pour mériter d'être aimé. Et là, comme ça, là dit comme ça, tu as l'impression que c'est pas hyper grave, mais si en vrai c'est hyper grave parce que si tu... Enfin c'est hyper grave. En tout cas, il faut travailler dessus parce que si tu vis ta vie comme ça, tu n'arriveras jamais à te sentir bien avec qui que ce soit, même pas avec toi-même. Donc sers-toi toujours de tes relations. Finalement, les relations, c'est le meilleur moyen d'apprendre à mieux se connaître et d'identifier justement tous ces traumas. Et justement, moi, j'ai plus envie que tu sois dans ce paradigme où tu te dis que bah, l'amour, c'est conditionnel et que tu dois respecter certains critères pour que tu sois digne d'être aimé, en gros. Tu vois, le but, c'est que tel que tu es là maintenant, là, ça soit suffisant bah, pour qu'on t'aime et qu'on t'apprécie et que tu te sentes légitime et que tu arrives à te sentir en paix. Et je te dis ça sans aucun jugement de valeur, parce que moi, quand j'étais dans ma période game, je sais que bah, j'avais vachement ça. C'est-à-dire, je suis passé de quelqu'un qui n'avait pas d'abondance sociale à j'ai développé mes skills justement pour avoir de l'abondance sociale. Et j'avais l'impression que plus j'allais avoir de relations, plus j'allais me sentir légitime. Et finalement, bah, j'ai poursuivi cette route et j'ai fini par me sentir vide comme je me suis jamais senti vide. Donc pour ça que je te dis ça. C'est finalement là, t'es en train de faire ce que je dis depuis le début de ma chaîne sur YouTube, mais tu essaies d'utiliser justement la validation des autres pour venir combler un vide intérieur chez toi, alors que ce vide intérieur, bah, c'est à toi de l'identifier et c'est à toi de venir le combler toi-même. Donc tu vas le combler toi-même en faisant un mix entre mindfulness, donc en gros de la pleine conscience, et surtout un travail de shadow work qui est thérapeutique en gros. Tu vois, le shadow work, donc le travail sur les parts d'ombre qui a été initié par Carl Jung, c'est pas vraiment de la méditation au sens pleine conscience du terme, c'est plus, il faut voir ça comme de la thérapie. C'est-à-dire que justement, tu vas venir retravailler toutes tes croyances chez toi qui sont toxiques en vrai pour toi-même et pour tes relations. Quel est le meilleur contexte pour train son game? Donc tu sais quoi, moi à l'ancienne, quand je faisais justement du game, volontairement je sortais, tu vois, en boîte de nuit ou alors même dans la rue pour créer des relations avec les gens. Finalement maintenant, si je devais me donner un conseil, c'est plutôt fais-toi un lifestyle de sorte à ce que tu le kiffes déjà, tu vois, indépendamment de si tu rencontres des gens ou pas. Mais si là tu veux train ton game, fais en sorte justement que ton lifestyle te permette de te retrouver dans des environnements sociaux, mais tu n'es pas forcément obligé de sortir uniquement pour ça. C'est-à-dire que tu pourrais simplement te dire, ok, moi j'aime bien, je sais pas, les musées, vas-y, je vais me fixer l'objectif d'aller au musée au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, peu importe. Et finalement, je veux que tu t'enlèves de la tête que le game, c'est un mode on ou off. C'est-à-dire, finalement, le game, c'est quoi? Le but, c'est bah, que tu arrives à connecter avec les personnes avec qui tu as envie de connecter, quand tu as envie de connecter. Et tu vois, ça pourrait être même quand tu vas aller acheter ton PQ à Carrefour. Il y a une fille là que tu trouves magnifique. Bah, même là, si tu as de la crotte dans les yeux ou quoi que ce soit, là, il faut que tu sois capable d'y aller et de te sentir légitime pour créer une connexion. Donc en gros, tu vas te retirer de la tête ce mode on-off. C'est plutôt, tu vas te demander, ok, comment je fais pour être la version la plus attirante de moi-même? Et la version la plus attirante de toi-même, c'est selon ta propre perception. Tu vois, il faut que tu tombes amoureux de toi-même, limite. Et pour tomber amoureux de toi-même, il faut aussi que tu tombes amoureux de ton lifestyle, de ton environnement, des actions que tu es en train d'entreprendre, de tes schémas de pensée, enfin bref, d'absolument tout. Mais là, pour te concentrer sur le concret, c'est ça que je te dirais. C'est par exemple, là, imaginons, tu es sous système fluide, tu fais voilà les steps. Si tu avais l'habitude de marcher dans des endroits où il y avait absolument personne ou alors 2 chèvres sur la route, bah, essaye de le faire dans des endroits qui sont un peu plus animés. Et surtout, il faut que ce soit des endroits qui, toi, te stimulent, que toi, t'aimes. C'est-à-dire que peu importe s'il y a ta crush ou pas là-bas, dans tous les cas, tu y seras allé. Et justement, comme ça, tu vas
pas avoir cette vibe justement de mecs qui game, c'est-à-dire les mecs qui game, les gars, si vous regardez sur YouTube, en gros ce qu'ils font c'est ils vont à Rivoli ou à Châtelet et comme ça ils open la blinde de meufs là. Et tu vois, même imagine la meuf elle te demande ouais, qu'est-ce que tu faisais là, bah tu vas bégayer parce qu'en vrai la vérité qu'est-ce que tu faisais, t'étais en train de traîner à Châtelet comme un schlag pour aborder des meufs, donc ça pue sa mère. Alors que si c'est aligné avec ton lifestyle, c'est à dire ouais j'étais au musée là, je suis passionné d'art contemporain, j'en sais rien, là direct t'as une histoire beaucoup plus deep avec la personne en face de toi. Manque affectif, comment ne pas s'agripper à une personne qui nous donne de l'attention. Donc si tu es en dépendance affective, c'est que tu n'as pas reçu assez d'attention quand tu étais enfant en gros, ou en tout cas pendant ton enfance. C'est-à-dire que tu avais un de tes deux parents justement qui était émotionnellement indisponible, ou alors pas assez disponible émotionnellement pour toi. Et du coup maintenant, à partir du moment où on va te donner une miette de pain d'attention, tu vas t'agripper à ça parce que finalement tu vas rechercher l'amour qu'on t'a jamais donné en gros. Et finalement, c'est pas grave de ressentir ça. Finalement, on a tous un peu de ça en vrai. On a tous des traumas liés au passé, liés à notre enfance. Par contre, c'est pas de ta faute si tu les as, mais c'est ta responsabilité de les gérer. Et c'est pour ça, les gars, que je vous parle tout le temps de shadow work, etc. Tu sais quoi, va même regarder ma vidéo sur Bref 2. J'avais parlé de pas mal de concepts dessus. Et en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à te donner l'amour que tu n'as jamais eu, mais toi-même. Donc en gros, c'est un peu comme si tu allais devenir ton propre parent, en gros. Donc voilà. Comment se satisfaire pleinement de ce qu'on a dans sa vie actuellement? Donc toi, mec, il va falloir que tu utilises le pouvoir de l'instant présent, mais plus sérieusement, en gros, c'est, comme je disais, en gros, tu redeviens pleinement conscient de ce que tu es en train de vivre là, c'est-à-dire tout le champ d'expérience de la vie là. Donc les sensations corporelles, tes émotions, tes pensées, le vent là qui est en train de passer, les sons que tu peux entendre, bref, tout. Tu vas trouver de la beauté dans ça. D'ailleurs, tu vas dire, putain, je suis capable d'avoir cette expérience-là. Et pour l'apprécier, tu vas te dire, potentiellement, ça pourrait ne pas exister. Mais là, pour X, Y, Z raisons, je suis capable d'expérimenter ça. Donc c'est magnifique. Donc pour l'apprécier, en fait, juste réalise que tout ça, là, ça pourrait ne pas être là. Et tu vois, là, tu me dis, ce que tu as déjà, bah pense à ce que tu as déjà, que tu aimes bien. Et dis-toi que ça pourrait ne pas exister. Et quand tu réalises que ça pourrait ne pas exister, et tu sais quoi, même quand tu réalises que c'est impermanent, c'est-à-dire que les choses que tu as là, potentiellement, elles seront plus là, ça va te permettre de mieux les apprécier. Tu vois, même imaginons, là je vais te dire un truc qui peut paraître assez badant, mais imaginons que tu vis un moment simple avec quelqu'un de ta famille, par exemple un de tes deux parents, je sais pas, vous êtes au cinéma ou quoi. Tu vois, même ça, apprécie ce moment. Parce que comme je te disais, c'est la vie, c'est quoi? C'est comme un livre où tu lis chaque mot et tu peux pas revenir en arrière, en gros. Et à quel point tu savourais justement ce que tu es en train de lire. Si tu savais ça, bah maintenant tu le sais. Et réalise que bah, même les gens que tu rencontres, finalement, ils sont impermanents. Et quand tu réalises ça, bah, maintenant, tu as un prisme totalement différent. Tu vois, même les moments les plus ordinaires possibles, bah, ils deviennent extraordinaires. Parce que tu sais que ce moment-là, il est unique. Et qu'il ne se reproduira jamais. Et que du coup, tu peux t'autoriser à le savourer pleinement là, avec toute ta conscience, avec toute ton âme, grosso modo. Faut-il à chaque fois avoir un mentor dans chaque aspect de sa vie qu'on veut améliorer? Donc il n'y a pas de il faut, finalement tu fais ce que tu veux, hein. Comme je te disais, tu fais les choses parce que tu veux le faire, pas parce que tu dois le faire. Néanmoins, je trouve qu'avoir un mentor, c'est un cheat code, surtout quand tu as un bon mentor en gros. Parce que généralement, c'est jamais un manque d'effort que les gens ils ont, c'est un manque de clarté. C'est-à-dire à partir du moment où tu es clair sur ce que tu veux et comment le faire, bah tu peux que le faire en vrai, si tu le veux vraiment en gros. Et le mentor, qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement? C'est il te dit comment faire cette chose. Tu vois, toi tu sais ce que tu veux, généralement c'est quelque chose que ton mentor est là. Lui il te dit exactement le système qu'il utilise pour le faire et juste t'appliques à la lettre et du coup ça te fait gagner énormément de temps. Potentiellement c'est des choses que tu pourrais trouver par toi-même après je sais pas 10 années d'expérience, mais généralement je te conseillerais de prendre les mentors justement qui ont ce que tu veux accomplir en gros. Comme ça il va te donner clairement la roadmap
où tu vas devoir uniquement concentrer tes efforts sur les leviers qui ont un réel impact, parce que lui, il aura réussi à identifier tous ces leviers de par ses lectures, de par ses expériences, de par les autres mentorings qu'il a pu faire, et finalement tu gagnes un temps énorme. Donc je te dirais, tu n'es pas obligé. Par contre, si tu es vraiment sérieux, en tout cas si tu veux vraiment maximiser ta progression dans un pilier, ouais, je te dirais un mentor, c'est jamais trop en gros. C'est quoi la leçon la plus importante que tu as tirée de tes accomplissements? La leçon la plus importante que j'ai tirée de mes accomplissements, c'est que justement ça n'allait jamais m'apporter ce que je recherchais initialement, à savoir la paix intérieure. Finalement, à chaque fois que je poursuivais un objectif, même si j'avais l'impression que c'était la chose en soi que je voulais, c'était jamais vraiment cette chose que je voulais, c'était une émotion, tu vois, que j'arrivais pas à ressentir là maintenant tout de suite dans le présent. Et finalement, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je pouvais poursuivre des objectifs parce que c'est fun, mais pas justement dans le but de venir combler un manque ou un vide intérieur. Donc je dirais que c'est ça la plus grande leçon que ça m'a appris. Ensuite, deuxième leçon, c'est que finalement, ça a développé mon self-trust, donc ma capacité à me faire confiance et me dire que ouais Antoine, c'est ok de ne pas savoir faire quelque chose, mais tu sais quoi, en vrai, t'es un god. C'est-à-dire même si tu ne sais pas comment faire quelque chose là maintenant tout de suite, tu sais comment faire pour savoir comment le faire. En gros, c'est un peu ça. Et finalement, tu captes qu'il n'y a pas vraiment de limite à part celle que tu te fixes dans ton esprit. Parce que tu vois, quand tu poursuis tes objectifs, enfin en tout cas quand tu te lances dans le dev perso au début, tu es vachement dans des trucs assez concrets, style, je sais pas, comment se faire des amis, influencer les gens, quoi que ce soit. Et finalement, tu réalises que ton développement personnel, il peut se résumer finalement à ton identité. C'est quoi, tu vois, la perception que tu as de toi-même, la perception que tu as sur le monde, grosso modo. Et comment tu fais justement pour venir modifier cette perception que tu as sur toi-même et que tu as sur le monde, et faire en sorte justement qu'elle soit alignée avec ce que tu veux réellement, et que du coup tes objectifs, naturellement, ils en découlent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'identité du mec qui a atteint ces objectifs-là, là maintenant tu es dans le présent, c'est-à-dire là dans le présent tu incarnes ton toi idéal en gros, tu ressens beaucoup moins de résistance à l'idée de faire les actions que tu dois faire pour actualiser cet objectif. Pour que ce soit plus clair, imaginons tu vois un mec qui veut perdre du poids, alors, qui veut devenir lean, mais sa perception de lui-même c'est je suis un putain de gros porc qui sait pas se contrôler et qui n'arrive pas à me tenir un total calorique. Tu vas voir qu'à chaque fois qu'il va traquer ses macros, qu'il va peser sa bouffe et tout, il va ressentir énormément de résistance et du coup il va devoir utiliser la force, tu vois, la discipline, no pain no gain là. Et sauf que ça c'est une batterie, mais tu vois c'est une batterie, du coup ça s'épuise. Alors que si justement naturellement il avait l'identité du mec, non, moi je me considère, je considère que j'ai envie d'avoir la meilleure expérience possible de la vie. Et cette meilleure expérience possible de la vie, elle se fait en étant lean. Naturellement, il va faire des actions de mec lean en vrai. Alors que si son identité elle est toujours bloquée sur celle d'un gros lard en gros, il va éprouver énormément de résistance à le faire. Et là, ce que je te dis, là, ça vient du livre Psycho-Cybernetics, qui justement t'explique un peu comment fonctionne toute ton identité. Et c'est un peu ce que je suis en train de t'expliquer là en gros. Bon ok les gars, je vais m'arrêter de dire parce que ça fait longtemps que je parle là. Et pour rappel les mecs, j'organise des lives sur Discord, System Feed tous les jeudis à 19h30. Sur lequel vous pouvez me poser absolument toutes vos questions. Pareil, je fais du contenu exclusif et c'est également là-bas que je fais mes consultations. Je veux que mes consultations soient uniquement pour les gens qui sont dans le Discord parce que c'est là-bas que j'ai tout mon contenu exclusif et j'explique un peu ma philosophie de vie et des guides très pratiques justement pour gérer un peu toutes tes croyances, etc. Et finalement, tu vas te rendre compte que en assistant à mes lives et en écoutant les contenus exclusifs, ça se trouve, tu n'as même pas besoin de prendre de consultation. Tu vois, les consultations, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui veulent genre avoir un talk pendant 1 heure en one-one avec moi pour X, Y, Z raison. Mais tu vas voir que généralement, tu auras déjà la réponse à tes questions, soit dans le contenu, soit pendant le live hebdomadaire du jeudi. Donc voilà les mecs, prenez soin de vous. Et également, merci à ceux qui continuent à utiliser mon code sur ESN. J'espère que vous avez kiffé tout ce que je vous ai recommandé. Et pareil sur Gymshark. D'ailleurs, la veste, c'est une Gymshark pour ceux qui me demandent. Le t-shirt aussi. Donc voilà les mecs. GBZ sur ESN, GBZ10 sur Gymshark. Prenez soin de vous.